Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici aujourd'hui et je vois que je suis déjà à la fin de ma présentation plutôt qu'au début. Désolée pour cela. Voilà. Dit is het begin van mijn presentatie. Dus, Donc voilà. inderdaad, hoe vind En je effet, betrouwbare medisch comment informatie? trouver une information médicale fiable? Heel kort even Je vais d'abord wie me ik ben. présenter Ik ben brièvement. internist van Je opleiding. suis médecin interniste de formation. Je travaille surtout avec le fonds contre le cancer, où je m'occupe des services d'information, un peu oui, de journalisme médical si je puis dire. Et ma mission est de soutenir les personnes, de les aider à trouver des sources d'informations fiables pour prendre des décisions médicales pertinentes. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Où peut-on d'abord trouver cette information médicale? Bon, avant toute chose, il faut généralement demander votre information à votre médecin traitant, bien sûr, hein. Ça, c'est la première source. Ça peut être le médecin généraliste, le spécialiste, un infirmier ou un autre prestataire de soins. Tout ce que je vais encore vous présenter après est toute l'information provenant d'autres sources et où vous devez donc en effet vous y retrouver, eh bien, de toute façon, c'est toujours bien de d'abord en parler avec votre médecin traitant, bien entendu. Et puis, il y a les amis et la famille. Est-ce que c'est une bonne source d'information? C'est possible, ils veulent votre bien, très certainement, mais parfois les personnes, peuvent, avoir des expériences, très diverses, des opinions divergentes à propos de choses. Alors les organisations de patients, oui, très bonne source d'information généralement, oui. On en parlera un peu plus dans le détail par après. Et puis, bien sûr, il y a notre fameux docteur Google, l'internet. Et là, il y a énormément de choses qu'on peut trouver. De bonnes choses, oui, mais aussi des choses moins bonnes. Et je voudrais vous donner une idée, de la façon de finalement, vraiment scinder le bon grain de livret. Alors, avant toute chose, le contact, l'interaction, les informations que vous recevez de votre médecin, ça c'est important. Mais vous savez que les médecins, en général, ont beaucoup de boulot. Ils sont fort occupés, donc ils n'ont pas toujours beaucoup de temps à vous consacrer pour, les questions, les discussions et on n'ose pas toujours, c'est vrai. Parfois, c'est un peu difficile, de franchir, le seuil pour poser des questions au médecin parce qu'on se trouve un peu dans une position de dépendance et ici, quelques bons conseils pour sortir le plus, d'éléments de votre consultation. Avant toute chose, préparez-vous. Si vous avez de nombreuses questions ou même s'il n'y en a que quelques-unes, c'est important, mais préparez un questionnaire et soyez très spécifique. Ne dites pas: «Ben oui, docteur, est-ce qu'il y a encore, d'autres possibilités pour moi?» Non, demandez: «Docteur, quels autres traitements sont disponibles pour telle affection?» Si vous avez de nombreuses questions, il est bon de demander peut-être un 2e rendez-vous pour qu'on ait le temps, qu'il y ait moins de stress aussi au niveau du médecin pour pouvoir donc préparer tout cela pour le prochain rendez-vous. Pensez-vous aussi bien à qui vous posez les questions? Parce que certaines questions ne doivent pas être, posées à un médecin. Ce sont des choses administratives, pratiques, que vous pouvez peut-être poser plutôt à un infirmier, infirmière, un assistant plus administratif, une secrétaire, et ainsi, le reste du temps pourra être mieux, utilisé pour discuter d'autres choses avec votre médecin. Alors, que doit savoir le médecin à votre propos aussi? Par exemple, vous êtes devant un choix de traitement et vous êtes déjà bien certain, et je donne ici, par exemple, je parle à un patient cancéreux qui ne veut pas suivre de chimio. Bon, c'est son bon droit, mais il est important aussi de savoir pour le médecin pourquoi vous ne voulez pas de chimio et quel est votre, argument pour cela? Et autre chose encore, il est toujours bon, surtout si c'est une discussion qui pourrait être difficile, eh bien d'emmener quelqu'un qui vous accompagne.
hein. Parfois, c'est un peu plus compliqué, surtout maintenant avec le corona. Mais voilà, vous pouvez aussi donc, même maintenant par Zoom, donc voilà, enregistrer même une conversation pour que vous puissiez ensuite donc avoir le temps de bien tout digérer. Et pendant cette discussion, il est important de noter certaines choses. Il y a parfois des noms, des termes compliqués qui sont prononcés. Alors peut-être demander aussi, voilà, de les écrire pour que vous puissiez le temps de relire tout cela et demander aussi des précisions à partir du moment où les choses sont peu claires pour vous. C'est pas grave si vous ne comprenez pas tout de suite quelque chose immédiatement. Non, vous pouvez toujours très bien demander, pouvez-vous le réexpliquer. Prenez aussi un temps de réflexion si nécessaire. Parfois, il y a un traitement que l'on vous propose ou un certain test et ça peut être déjà planifié très vite, ce qui est une bonne chose quand c'est possible, hein. Mais pour certaines personnes, bien, il faut un peu plus de temps, de réflexion. Et alors, c'est une bonne idée de dire, voilà, est-ce qu'il y a une grande urgence ou est-ce que j'ai le temps d'y réfléchir? Et quand vous partez, n'oubliez pas, voilà, si je devais encore avoir des questions, après, entre les 2 rendez-vous, est-ce que je peux vous contacter à ce propos? Pouvons-nous alors plutôt contacter par mail, téléphone ou quoi le service et cetera? Pour que vous, sachiez où vous adresser avec vos questions. Et à la fin, prenez le temps d'un peu digérer en effet les éléments, d'y réfléchir. Parlez-en avec, votre entourage et notez déjà les questions pour la prochaine fois. Alors, les amis et la famille, comme je l'ai déjà dit, ben, tout le monde évidemment veut votre bien dans votre environnement et il y a certainement donc des expériences, à partager. Ah, tout à coup, il y a l'écran qui disparaît. En effet, il y a eu une petite interruption. Est-ce que quelqu'un est passé au-dessus de ma présentation? Je reviens à mon partage écran. Oui, voilà. Alors, vous avez certains éléments qui vous tracassent. Eh bien, réfléchissez d'abord à qui vous voulez parler de cela. Des personnes aiment bien en parler, beaucoup de personnes, mais d'autres personnes non, ont une certaine retenue à ce propos. Et j'ai déjà entendu aussi qu'il y a des personnes qui parfois ont regretté d'en avoir parlé avec beaucoup de personnes. Parce qu'il y a tant de choses qui arrivent en même temps, des personnes qui avaient des avis qui étaient soucieux, et cetera. Donc réfléchissez bien. Et aussi, à partir du moment où des personnes, partagent des connaissances, des expériences avec vous, pensez toujours en disant: «Tiens, est-ce vraiment pertinent pour ma situation spécifique?» Il y a des personnes qui vous diront: «Ben oui, voilà, moi, ça a été très bon de prendre tel remède, ou mon médecin à l'époque m'avait dit que ce test-là était nécessaire», mais entre-temps, l'histoire de cette autre personne n'est pas la même que la vôtre. Il est donc, important de bien y réfléchir et bien sûr, quand il s'agit de quelque chose, dont il faut encore parler, bah, parlez-en aussi avec votre médecin. Alors que vous faut-il? Avez-vous besoin de connaissances, d'expériences? Avez-vous besoin d'avis, d'opinion? Ou est-ce surtout un soutien qu'il vous faut? Ou de l'aide pratique? Dites-le dans ce cas. Beaucoup de personnes ne savent pas comment réagir face à, en effet, un diagnostic grave qui vient d'être posé. Voilà, les gens à ce moment-là se disent: «Bon, fais-moi savoir, hein, si je peux t'aider», et cetera. Mais bon, souvent c'est pénible. Donc dites-le: «Oui, vous pouvez m'aider en faisant ça, mes courses, ou m'aider en, venant boire une tasse, de café à la maison». Bon, voilà. Alors, les organisations de patients. Il y a différents types, d'associations de patients. Certaines visent plutôt le contact avec, des personnes, donc partageant le même sort pour partager finalement l'expérience et cetera. D'autres visent plutôt un soutien pratique, ou l'organisation d'activités sociales, ou d'autres ont plutôt une volonté donc éducative. Donc il faut aussi un peu, donc faire, discernement dans tout cela. Donc en fait, ces organisations de patients ont souvent un conseil d'administration, un conseil d'avis ou un comité scientifique, où ils sont représentés et bon, généralement, quand vous allez voir sur le site web d'une association de patients, vous allez, trouver
des informations médicales qui sont généralement de bonne qualité, qui sont des informations fiables et bien étayées. Ça peut valoir la peine quand même de voir si, par exemple, on voit donc d'abord sur le site web comment cette association est configurée, qui est derrière tout cela, qui soutient cette association, quand ce site web a-t-il été mis à jour la dernière fois, pour avoir une idée quand même de l'information, si je la vois là, eh bien, qu'elle est bien fiable et que je peux donc véritablement compter dessus maintenant. Voilà. Et alors, il y a Dr Google, bien sûr. Beaucoup d'informations est disponible sur internet, hein. Ça peut être une aide énorme, oui. Mais comment savoir si quelque chose est fiable ou non? Scientifiquement prouvé, et cetera. Et il y a un nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Très souvent, quand il s'agit d'un site, web où on voit en effet donc des produits avec de l'information, quand il y a ce genre de produits proposés et cetera, il faut faire un peu attention. Pas que ce soit, mauvais, mais il se peut que ce soit un peu une information un peu teintée qui soit donnée là. Par exemple, vous lisez à propos d'un certain, supplément alimentaire, par exemple, bon, qui est donc loué sur ce site web, et bon, vous vous dites: «Tiens, je vais l'utiliser, je vais l'acheter». Recherchez aussi l'information sur d'autres sites à ce propos, des informations probablement plus neutres. Et une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, parlez-en certainement à votre médecin. Voyez aussi qui est responsable du site web. Est-ce que c'est une organisation ou une personne privée ou est-ce que c'est pas très clair? Là aussi, ça vous donne une idée de la fiabilité de cette information. Et la mise à jour, c'était quand la dernière fois? L'information qui figure là est-elle régulièrement revue? Est-elle mise à jour? Ou date-t-elle déjà d'il y a 5 ans? Ben là, peut-être que c'est moins pertinent pour le jour d'aujourd'hui. Alors, quand il y a de l'information qui est donnée à propos d'un certain traitement, eh bien, il est bon de voir s'il y a des études qui étaient cette information. Sur quoi s'est-on basé? Quel type d'études, de recherche? Est-ce que c'est une étude clinique? Est-ce que c'est basé sur, une recherche au niveau du modèle animal ou sur des cellules? Enfin bon, on voit beaucoup de choses dans le monde médical, hein. Il y a énormément de recherches faites et on commence généralement d'abord par des petites cellules dans un labo. Mais ce qu'on trouve dans les cellules dans un labo, ben, n'est pas quelque chose qui se traduit automatiquement à l'être humain. Car chez l'être humain, il ne s'agit pas que d'une certaine cellule, mais de tout un corps et de nombreux organes, et de toute une série de systèmes qui interagissent et sont donc impactés par un certain produit. Donc il est bon de savoir aussi si c'était une étude sur le modèle animal, sur des cellules ou sur l'être humain, et alors combien d'êtres humains? Hein, est-ce que c'est un groupe de 10 personnes ou bien des milliers de personnes, par exemple? Alors, en dernier lieu, est-ce que le produit, le remède, semble être un remède miracle? Si c'est ça l'impression qui est donnée, eh ben, généralement, ce ne sera pas le cas. Car il y a des choses qui pourraient donc engendrer une guérison miraculeuse pour une certaine affection. Bon, si ça existait, le monde, médical serait au courant et on serait convaincu. Donc tout va de pair avec, comment dire? On pourrait bien sûr penser alors à des théories de complot du monde pharmaceutico-médical, qui, feraient que certains produits ne pourraient pas être mis sur le marché, ne seraient pas reconnus, bon, moi je ne pense pas dans la théorie du complot, mais ce que je sais cependant, et ça c'est un fait, c'est que certaines choses sont bien moins étudiées que d'autres.
car quand les choses ne sont pas intéressantes sur le plan commercial, au niveau des entreprises pharmaceutiques, il se peut, en effet, que geen onderzoek naar gedaan l'on n'y wordt. consacre pas d'études ou de recherches, De verwachte opbrengsten gaat heu, dalen. Dus puisqu'il n'y a pas les revenus à l'avenant. vanzweringstheorieën zijn Donc pas de théorie de complot, mais quand même, il est vrai behandelingen que certains traitements, certaines interventions, au niveau, régime, mode de vie et cetera, sont des éléments donc en effet, valables donc en fait, donc voilà, dont on parle peut-être moins de recherche. Mais bon, la recherche, je viens déjà de le dire en fait, hein. Les types, de recherche et d'études effectuées, est-ce qu'on a fait des comparaisons avec d'autres, traitements? Qui était responsable de cette recherche et cetera? Et bon, voilà, qui est où, important à voir. Alors, le remède miracle, je viens déjà de l'évoquer. Je voudrais vous illustrer cela sur base d'un exemple pour vous montrer comment les choses peuvent changer dans le monde, et cetera, sans qu'il ne soit vraiment question oui, d'abus ou de volonté donc d'induire en erreur, hein. Mais des personnes qui sont confrontées à une maladie vont en effet, lire des forums de patients, des groupes qui en parlent, qui dialoguent et cetera et souvent il arrive que quelqu'un dise: «Voilà, moi j'ai fait ça, j'avais ce cancer-là, j'ai fait ça et voilà, je suis guéri». Bon, alors il faudrait peut-être illustrer cela en disant: «Voilà, nous avons ici un cancer très agressif, cancer X. 10% des personnes, après 5 ans, seraient encore en vie suite à ce cancer. C'est terrible». Et quand je vois ici à gauche notre image, on voit en 0, 10 000 personnes avec le diagnostic de ce cancer. Après 1 an, plus que 8 000. Après 3 ans, 4 000. Et après 5 ans, 1 000 de ces personnes sont encore en vie. 1% de ces personnes, donc des 10 000 du départ, qui ont pris, par exemple, un certain supplément alimentaire. Bon. Et alors à droite, l'année 0, on voit 100 personnes, 1% qui a pris ce supplément. Après 1 an, plus que 80. Après 3 ans, 40. Et après 5 ans, 10. Ce qui signifie que 10 personnes, après 5 ans, ont survécu en prenant un certain supplément. Ça ne signifie pas pour autant que l'origine de leur survie est dans la prise de ce supplément. Et là, c'est toujours important d'y réfléchir, de ne garder en mémoire cela, car il y a peut-être d'autres façons d'expliquer les choses et pourquoi pourquoi certaines choses ont été exclues ou observées. Des personnes qui disent: «Voilà, j'ai fait telle ou telle chose, oui, et ça m'a guéri». Mais entre-temps, ils ont aussi subi une opération. Ils ont aussi continué à suivre un traitement classique. Donc ça, il faut toujours y réfléchir. À partir du moment où vous voyez une histoire de une personne ou de quelques personnes, voilà, est-ce que cette histoire est vraiment l'explication de ce qui s'est véritablement produit? Voilà. Alors, les forums, j'en ai déjà parlé, les chats, groupes Facebook et autres, tout ce qui est online, voilà, bon, ça un soutien important, oui, beaucoup de soutien même, surtout quand il s'agit de maladies plus rares, oui, on se rend compte dans son environnement que personne ne sait très bien ce qui vous arrive, que certaines choses, eh bien, sont ressenties par vous, mais les autres personnes ne s'en rendent pas compte, et cetera. Donc c'est vrai que, parler avec des personnes atteintes du même sort, évidemment, offre un soutien, mais il faut y réfléchir, surtout quand on donne des avis et des conseils. Chaque personne est différente, chaque situation est unique. Donc là aussi, parlez-en toujours avec votre médecin si vous deviez rencontrer certaines choses, des produits à utiliser, et cetera. Et pensez aussi à l'impact que, d'autres personnes peuvent avoir sur votre personne. J'ai entendu des patients qui disaient: «Ben oui, ce forum, c'était très chouette pendant un temps et puis j'ai dû quitter ce forum car d'autres personnes
venaient aussi avec leurs angoisses, leurs problèmes, etc., les partageaient et je ne voulais même plus être confrontée à cela. Donc, c'est quelque chose à considérer. Est-ce que c'est quelque chose où on se sent confortable ou qu'on préfère donc mettre de côté parce que ce n'est pas le cas? Alors, quelques exemples maintenant de ce que sont des sites web fiables, des organisations fiables. Je dirais que la plupart des organisations de patients, beaucoup de fonds, d'ASBL, d'instances publiques, donc, donnent quand même des informations fiables sur leur site web. Oui, et je donne ici quelques exemples, hein, bien sûr, il y en a encore plus que cela, hein, mais voilà, là, c'est un bon départ. Ces sites web où on peut en effet apprendre des choses à propos de ces affections. Il y a les sites web des hôpitaux et des universités qui donnent aussi des informations convenables, fiables et faciles à comprendre, des informations très spécifiques aussi concernant un traitement. Voilà, de quoi est composé ce traitement, les effets secondaires à attendre, comment en effet le suivre et des sites web qui sont soutenus par des entreprises fiables. Mais bon, c'est quoi une entreprise fiable, bien sûr, hein? La plupart des entreprises actives dans le secteur de soins de santé, des entreprises pharmaceutiques, etc., ils sont quand même liés par une réglementation très stricte, hein. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi sur leur site web. Mais là aussi, bon, j'ai déjà parlé de voir toujours aussi d'où vient l'information, la dernière mise à jour, ça aussi, bon, est-ce que c'est bien donc un seul produit, une seule maladie, un traitement ou est-ce que bon, on vise un angle plus large dans cette information? Donc voilà, plus c'est large et équilibré, c'est important. Et n'oubliez pas, il y a aussi le site Medipédia de nos organisateurs et de ce congrès virtuel. Là, c'est un site web où très certainement vous trouverez de l'information actuelle, fiable, qui peut être consultée par les médecins et vérifiée. Et vous y trouverez une information très fouillée à propos de certaines affections. Alors, et moi, que puis-je faire pour aider? Je travaille avec le Fonds contre le cancer, surtout hein, pour aider les personnes qui cherchent l'information concernant leur maladie, les Anti-Cancer Fund. Et voilà d'ailleurs le lien que vous pouvez utiliser pour voir ce qu'il y a au niveau information. Il y a des personnes qui vont aussi chercher du soutien dans d'autres problèmes médicaux, donc du medical coaching. Voilà, là, c'est plutôt le volet comment appréhender sa maladie, être accompagné avec des informations, ça aussi, c'est possible. Vous avez mon adresse mail. Et alors, des groupes aussi, des associés de patients, des travailleurs qui voudraient jouer un rôle plus actif dans l'abord de leur santé et de la maladie, voilà, il y a des workshops, des exposés, et cetera aussi que vous pouvez également trouver, sur ces adresses. Donc voilà ce que j'avais à dire et je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que ceci vous aura aidé en tout cas. Merci. Bonjour. Attendez, démarrer la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé très explicite. Alors oui, effectivement, il y a des questions, bien sûr, auxquelles certaines vous avez déjà répondu. La première était quels sont les sites sérieux que vous nous conseillez? Alors, c'était un de vos derniers slides, donc les sites universitaires. Je pense qu'on y pensait surtout à des sites. C'est sûr que quand on va sur Dr Google, la première chose sur laquelle on tombe, c'est Wikipédia et Doctissimo, c'est toujours les mêmes. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit très justement, il faut inciter les gens à aller voir plus loin et à ne pas évidemment, ça c'est toujours le problème de Google, c'est que les sites les premiers ne sont pas toujours les meilleurs, on va dire. Hein. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose à ce sujet. Ja, nee, absoluut. Nu, ik moet Oui, zeggen, tout à Wikipedia. fait. Il faut dire que Wikipédia n'est pas mauvais, si on peut généraliser, mais Iedereen mag op Wikipedia schrijven, dus dat is niet n'importe qui peut. ooit is nagekeken,
intervenir sur Wikipédia, c'est-à-dire on peut rédiger quoi que ce soit sur Wikipédia. Donc, ce n'est pas toujours contrôlé, mais je ne baserai pas vraiment là-dessus. Mais ça peut être en effet donc un premier aperçu d'information intéressant. Et sinon, donc, comme je vous l'ai dit, donc bien sûr, les sites web universitaires, donc certaines entreprises ont en effet de très bons sites web, des associations de patients, et puis nous avons également des autorités qui donnent beaucoup d'informations. Voilà. Alors aussi, est-ce que les publications sur PubMed peuvent être consultées par le grand public? Ja, absoluut. Oui, tout à fait. Les articles sur PubMed peuvent en principe être consultés par tout le monde, mais beaucoup d'articles, articles grand public ou pas grand public, en général, il n'y a qu'un résumé, un abstract qui est disponible et qu'il faut en général payer pour pouvoir lire tout l'article. Et bien sûr que c'est accessible à tous. Il ne faut pas être médecin, il ne faut pas être scientifique enregistré ou certifié. Non, tout le monde peut lire ces informations. À savoir si c'est facile à comprendre pour tout le monde, sans doute pas. Ça, c'est autre chose. Oui, oui, bien sûr, c'est un peu plus médical et technique. Au niveau des applications santé, des applications sur smartphone, est-ce que vous avez des conseils à nous donner ou il y a certaines applications qui sont plus abouties que d'autres? Ja, er zijn Oui. natuurlijk apps die gezondheid Il y monitoren. a bien sûr des applications qui font un monitoring de la santé, qui vont par exemple compter les pas, ou qui va vérifier votre régime, on va voir quel est votre rythme cardiaque, ce genre de choses. Ces applications sont bonnes parce que ça aide la personne à rester motivée, à avoir une hygiène de vie saine, etc. Mais des applications pour trouver des informations médicales, je ne les vois pas directement. Sans doute que ça dépendra d'une application à l'autre. Et je dirais, faites le même contrôle que pour les sites web. Allez voir qui a créé cette application, quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif est la vente, etc. Il faut vraiment tout vérifier. Oui. Il y a Je également, vois qu'il y a également des questions dans le chat. Il y a des questions qui s'affichent dans le chat. dans le Tchad, alors on va aller voir dans le Tchad. Moi, je ne les vois pas ici. J'ai dans les Q&R, je n'ai pas de réponse. J'avais ici une question concernant un label pour reconnaître un bon site, le On Code Hills on the Net. Ça vous dit quelque chose? Nee, kunt u dat nog eens herhalen? Vous pourriez répéter? Eh bien, Le on-code est quoi? Et quoi pour encore? reconnaître un bon site médical avec un certain label qui serait le On Code Hills on the Net. Dat zegt mij niet direct iets, maar... Cela ne me dit pas grand-chose directement, non. D'accord. Non, je vais le vérifier, je vais le rechercher, c'est possible. Et s'il y a quelque chose dans ce genre, donc est-ce que c'est un label international ou est-ce que c'est quelque chose qui est national? C'est peut-être pas indiqué directement. Un annuaire médical, une sorte d'annuaire médical. J'en sais pas plus, hein, c'est une question qui m'a été... Ja, oké. Mais Nee, voilà. ik ben er niet bekend Une mee. espèce de label qui permettrait de sélectionner les bons sites. Alors, pensez-vous qu'une bonne information pour le patient, c'est important pour qu'il guérisse mieux, par exemple dans le cancer notamment? Et quelle est votre expérience à ce sujet? Est-ce qu'un patient mieux informé, correctement informé, va avoir plus de chances de guérir? Ik denk informatie op zichzelf gaat iemand niet beter maken. Je ne pense pas que l'information en soi va guérir une personne. Mais le fait de disposer de la bonne information, de l'information correcte, peut vous aider, par exemple, à avoir une meilleure thérapie, éventuellement, permettra également de faire des adaptations soi-même qui peuvent avoir un impact sur la guérison, par exemple, mode de vie, régime, etc. Cela permet aussi que vous vous sentiez plus concentré et que vous maîtrisiez les choses, ce qui diminue le stress.
Et dans ce sens, en effet, cela peut contribuer à une guérison. Mais en soi, l'information en soi ne va pas changer le processus de la pathologie. Mais ce que vous faites avec l'information et le fait d'avoir cette information du niveau de stress, cela peut avoir un impact. Mais ce n'est pas le cas donc pour tout le monde. Très souvent, nous avons des patients qui veulent moins d'informations. Oui, ça dépend très fort d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui sont effectivement, qui ont besoin de savoir pour comprendre et pour aller mieux, et d'autres qui effectivement n'aiment autant pas savoir et font confiance. Je pense que ça, c'est Voilà. aussi une question de personnalité, bien sûr. Ja, absoluut. Ok, bien écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Moi, je ne vois pas les questions du chat. Alors, j'ai ici 2 questions. Ja, iemand heeft gevraagd wat Oui, il y a bedoelt u donc met quelqu'un. Ce que je voulais dire par forum. Lorsque je parle d'un forum, c'est un groupe, en effet, une communauté, hein, donc où les gens se parlent, se posent des questions, etc. En général, un forum se présente en ligne. Parfois, les associations de patients ont également un forum en ligne. face-to-face groepen, hè, Et dus bien sûr que nous avons également des groupes qui se retrouvent en présentiel. Pour l'instant, c'est plus difficile. Alors, quelqu'un demande si on peut recevoir les dias de la présentation, donc le PPT. Je ne sais pas si vous mettez cela à disposition ultérieurement. Oui, oui, ça reste, donc tout est enregistré. Ça va rester 4 mois sur notre site. Donc, il y a tout Oké, à fait moyen d'aller visualiser, revisualiser votre intervention. Oui. d'accord. Iemand vroeg over Il y avait une autre personne qui demandait publicaties zijn, zoals s'il y a des publications médicales, comme par exemple Lancet en néerlandais, ou s'il y a des résumés ou des abstracts d'études en néerlandais. Je ne sais pas. Il y a bien sûr des publications médicales en néerlandais, mais donc pas au niveau du Lancet. Mais parfois, les articles qui sont publiés dans le Lancet ou dans d'autres journaux sont parfois résumés dans des publications néerlandophones. Ça, oui. Non, mais sinon, donc, vraiment, donc, des résumés en néerlandais d'études cliniques, ça n'existe pas. Ensuite, il y a une autre question. Donc, lorsque j'ai parlé de forums qui ne sont pas fiables, il est difficile de dire si un forum est fiable ou non, parce que tout dépend, bien sûr, comment les gens vont participer et quel type de personne va participer. Donc, je répète, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'appliquer les critères que je vous ai énumérés. Donc, ce que dit cette personne, ce qu'elle essaye de nous raconter, est-ce sur base de sa propre expérience ou est-ce quelque chose de sous-jacent? Est-ce que c'est objectif ou subjectif? Mais c'est toujours très difficile. Là, il faut donc vraiment connaître la personne qui est en train de participer